Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Ajadi Gaïcha, je suis conseillère au CFALM Apprentissage. Je vous remercie d'assister à notre rendez-vous des masters, à savoir qu'on a commencé depuis le 7 janvier. Donc, pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu voir les autres thématiques, je vous invite à faire un tour sur notre LinkedIn. Nous avons mis notamment les replays qui sont disponibles. Alors, l'idée de cette soirée, c'est de revenir sur l'industrie de santé et ses métiers, notamment axés sur le domaine du market access. Et par la suite, nous aurons deux intervenants, donc deux professionnels, Monsieur Roudière et Monsieur Tétafort, qui vont intervenir notamment sur leur métier et leur mission. Et par la suite, nous aurons du coup trois étudiantes en master professionnel Market Access. Et des temps d'échange sont organisés à la fin de chaque partie. Du coup, nous vous invitons à intervenir soit à travers le chat Zoom ou d'ouvrir le micro. Merci Aïcha, bonjour à tous. Je me présente également, Kevin Hamet, adjoint à la direction du CFALM Apprentissage et j'interviendrai dans la foulée. Alors, nous allons commencer par parler industrie santé. Avant de parler industrie santé, on va parler du LEM. Donc, le LEM, c'est une organisation interprofessionnelle des entreprises du médicament. Donc, l'idée, c'est que les entreprises sont adhérentes. On en compte plus de 270 entreprises. Et les deux principales missions du LEM, c'est notamment de représenter les entreprises du médicament adhérentes sur la partie négociation des intérêts collectifs, notamment sur les accords cadres sur le prix des médicaments ou les conventions collectives et accords de branche. Et en termes de recensement de collaborateurs, on a plus de 100 000 collaborateurs. Donc, il faut savoir que du coup, l'industrie du médicament, c'est une industrie qui est innovante et dynamique, comme peut le montrer ces données. Notamment, on compte plus de 300 laboratoires pharmaceutiques pour 62 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Donc, le ratio se traduit par l'idée que c'est un secteur, un tout petit secteur, c'est un secteur de niche. Donc, vous avez vu la différence, j'ai dit qu'il y avait plus de 270 entreprises adhérentes. C'est-à-dire que les 300, la différence, c'est que les 30 n'adhèrent pas au LEM. Donc oui, donc près de 100 000 emplois directs. L'autre point, donc c'est un secteur qui est dynamique. On compte plus de 11 000 recrutements sur l'année 2020, avec du coup 55% des salariés recrutés en moins de 35 ans et 26,3% au moins de 26 ans. Autre point, c'est aussi un secteur qui favorise l'alternance. Donc les entreprises du médicament jouent le jeu. On compte 6 300 jeunes formés en alternance en 2020. Et concernant du coup la rémunération, elle s'élève à 4 028 euros brut moyen en 2019, qui s'explique par le profil euh, des effectifs qui sont notamment des experts. Alors, une autre idée, toujours dans cette idée, l'idée de cet échange ce soir, c'est un petit peu de vous orienter sur cette partie de construction de projets professionnels. Et il est important notamment de connaître le secteur. Donc, on distingue 6 bassins d'emploi. Donc, l'idée, c'est d'une répartition des effectifs sur le territoire national. L'Île-de-France restant la principale région, avec 41,7% des effectifs de l'industrie de santé. Et après, par la suite, nous avons mis les autres régions, à savoir que du coup, le CFLM est présent sur ces régions. On n'a pas ajouté encore la région PACA, à savoir que c'est un secteur porteur d'innovation, notamment sur la partie biotechnologie, intelligence artificielle et market access. Alors, l'autre point, c'est notamment les familles métiers qu'on retrouve dans l'industrie du médicament. Donc, concernant la market access, elle relève du coup de l'information médicale et réglementaire. Donc, nous avons 4% des effectifs qui sont dans cette famille métier.
Et pour entrer un petit peu dans la partie micro de l'analyse, donc en termes de tendance, il n'y a pas d'évolution en termes d'augmentation ou de diminution des effectifs. Et donc, dans cette famille métier, information médicale et réglementaire, effectivement, on trouve des domaines, dont l'Access Market, qui se situe en deuxième position après les affaires réglementaires, en termes de répartition des effectifs. Et autre point en termes d'outils, toujours dans cette idée de construction de projets professionnels, on vous invite à faire un tour du coup sur le site du LEM. On a accès à un référentiel de fiches métiers où, où est détaillé notamment les activités, les missions et les compétences requises pour le métier. Et donc dans la partie, dans le domaine plutôt information médicale et réglementaire, on distingue 4 sous-familles métiers pour 12 métiers. Et l'idée, donc on ne va pas les détailler ce soir, mais je vous invite à aller faire un tour sur les différents métiers et vous avez le lien juste en bas. Donc, on en a défini un, donc chargé de market access, le métier phare qui ressort, qui du coup l'idée, donc la définition, donc, c'est de préparer l'accès, le maintien du produit sur le marché par une prise en compte optimale des attentes des autorités de santé et d'une évaluation médico-économique régulière actualisée. Donc encore une fois, donc, sur le site du LEM, vous avez les référentiels métiers, donc on définit le métier et vous avez aussi les missions et les compétences requises. Autre point à connaître du coup sur le secteur, c'est de savoir les profils recrutés. Concrètement, de savoir les profils avec lesquels vous allez être amené à travailler sur le marché. Nous avons notamment des pharmaciens, donc on retrouve dans tous les secteurs et métiers, les familles métiers. Nous avons aussi des scientifiques, ingénieurs, médecins et des profils non scientifiques qu'on retrouve aussi dans toutes les familles de métiers. Autre chiffre clé, donc 50% des salariés sont cadres, s'explique toujours par la partie expertise, donc niveau de qualification élevé, et au niveau des niveaux de formation, donc nous allons de bac pro à bac plus 12, pardon. Autre indicateur RH, notamment porté sur l'Access Market, donc on a un taux de féminisation assez élevé, avec 69%. On peut voir aussi que les salariés entrant en CDI s'élève à 90%, en temps plein 89%. Autre point sur aussi les conditions de travail, on note que le turnover, donc les départs, est moins élevé que le turnover national qui est à 15%. Donc je vais laisser du coup la parole aux professionnels. Je ne sais pas qui souhaite commencer pour répondre aux diverses questions et à se présenter. Involontaire. Après vous. Émeric, vous voulez commencer ou j'y vais? Ouais, allez-y, Paul. Allez-y, Jean-Paul, pardon. Je vous laisse la main. On va faire l'inverse. Alors, on va commencer par l'accès au marché régional, mais j'en dirai un mot sur la. Moi, je travaille dans un laboratoire danois qui s'appelle Novo Nordisk, spécialisé dans la recherche sur le diabète et l'obésité, et aussi sur les maladies rares comme l'hémophilie ou les troubles de la croissance. Je suis pharmacien de formation, ancien interne des hôpitaux, sur une filière qui s'appelle pharmacie industrielle biomédicale, PIBM. Et j'ai exercé différents métiers. Je suis un peu un ancien de l'industrie maintenant, et j'ai commencé par la recherche clinique et ensuite sur des fonctions plus transverses qui depuis quelques années, s'appellent accès au marché, market access. À ne pas confondre, on en parlera tout à l'heure, avec le marketing access, qui ne veut rien dire et qui n'existe pas, mais quelquefois, il y a une confusion. On n'emploie pas ce mot à l'extérieur, on parle plutôt d'accès au marché et de relations institutionnelles ou relations économiques et institutionnelles. J'appartiens à un département qui s'appelle le Market Access et Public Affaires, accès au marché, affaires publiques, et qui comprend donc 4 pôles. Il y a un pôle accès au marché national, donc les relations, la constitution des dossiers au niveau de la Haute Autorité de Santé, l'HAS, et le CEPS, le Comité économique des produits de santé.
l'accès au marché régional que je dirige avec une équipe en région, dont je reviendrai après sur les missions, un pôle affaires publiques et un pôle communication extérieure qui appartient au même département. Donc, c'est une structure et une organisation qu'on retrouve, je pense qu'Aymeric en parlera aussi de son côté, qu'on retrouve assez communément dans l'industrie pharma maintenant. Sur la partie métier pur, aujourd'hui, l'accès au marché régional dont je m'occupe, ça consiste essentiellement aujourd'hui, puisque vous savez qu'en France, la porte d'entrée de l'innovation est beaucoup l'hôpital. On est dans un monde hospitalo-centré, donc on s'occupe principalement de l'accès au marché à l'hôpital. Pourquoi? Parce que d'abord, le prix est libre à l'hôpital, contrairement au prix en France et en ville, qui est un prix administré et qui est régi par le Code des marchés publics, qui au niveau des structures publiques, est appliqué obligatoirement. Au niveau des structures privées, c'est le Code du commerce qui s'applique. Donc, c'est deux formes d'accès au marché qui s'applique aujourd'hui en France. Et ensuite, dans notre métier qui est effectivement lié à l'accès au marché à l'hôpital, il y a au niveau régional une régulation économique importante qui se met en place, que ce soit à travers les achats hospitaliers d'une part, qui sont des marchés compétitifs, puisque le répertoire des spécialités en France, qui est de l'ordre de 25 000 spécialités à l'hôpital, sur un gros établissement de tourner à peu près à 3 000 spécialités. Donc, vous voyez que la sélection des produits sur les hôpitaux est très sévère et très stricte. Et ce d'autant plus qu'on regarde beaucoup dans ce métier toute l'organisation de la santé, qui est quand même un point clé de notre métier, la connaissance de l'environnement régional, national, l'environnement économique et l'environnement structurel, notamment avec la réforme de la santé 2022 qui régit à la fois l'organisation hospitalière, puisqu'aujourd'hui les 1000 hôpitaux publics sont regroupés en 136 groupes hospitaliers de territoire, donc une concentration aussi au niveau des livrets thérapeutiques, des achats hospitaliers, avec des groupements aussi régionaux et nationaux, et la régulation économique qui se met en place, aussi bien ville-hôpital, à travers des contrats d'objectifs qui s'appliquent tant à l'hôpital qu'en libéral. Si vous avez entendu parler, les CAQES, les contrats d'objectifs, les contrats d'amélioration de la qualité à l'hôpital, et les ROSP, qui sont des objectifs de santé publique appliqués à la médecine libérale, et des ROSP aussi appliqués à la pharmacie d'officine. Donc, que ce soit sur les biosimilaires, sur la pertinence des actes, un certain nombre de régulations se mettent en place avec des objectifs. Donc, au niveau national, dans les lois de financement de la Sécu, il y a effectivement une régulation par la baisse des prix, que vous voyez dans chaque loi de financement, chaque année, un objectif économique de baisse de prix, et vous avez toute la régulation économique qui s'applique principalement en région, que ce soit sur les produits onéreux de la liste en SU, comme les produits hors liste en SU, les listes en SU étant essentiellement les innovations. Donc, le métier aujourd'hui est vraiment décomposé en deux grosses parties, au moins au niveau régional, toute la partie accès au marché régional que je viens de décrire, et aussi la partie relations institutionnelles au niveau régional, que ce soit avec aussi bien les professionnels de santé que les professionnels administratifs et politiques du système de santé, que ce soit les directions hospitalières, les agences régionales de santé, les payeurs, on s'appelle les payeurs régionaux au sens large, et toutes les structures qui composent le système de santé au niveau régional. Sur les avantages et les inconvénients de mon poste, y en a-t-il seulement? Les avantages, il y en a plein. Pour moi, les premiers, c'est aujourd'hui, qui est très, pour ceux qui sont, j'imagine qu'il n'y a que des pharmaciens autour de la table, mais le diplôme de pharmacien dans l'industrie est un diplôme très adaptable et très adapté à l'industrie pharma, bien évidemment, parce qu'il est polyvalent, il touche à tout, parce que c'est une fonction, c'est un mot que j'aime bien, moi, touche à tout dans le Market Access, parce qu'on touche à énormément de choses. On interagit avec beaucoup de départements de l'entreprise, pour ne pas dire tous. Pourquoi? Parce que nos activités sont aussi bien du côté du dossier, du prix, parce qu'il faut travailler avec le Market Access national sur la constitution de nos dossiers
au niveau régional. Donc, on travaille en étroite collaboration avec l'accès national, bien évidemment. Cette transversalité, elle va très largement avec les fonctions du marketing, des ventes, du médical, du juridique, parce que le code des marchés publics est très juridique, la logistique, les finances, il y a des logiques budgétaires, de taxation, donc très transversale au niveau de notre entreprise. Sur la partie, alors avantage-inconvénient, certains pensent, mais ça c'est lié au niveau du diplôme de pharmacien, quelquefois on dit bon, on n'est jamais spécialisé, on est très polyvalent, très généraliste. Je vais dire, un pharmacien hospitalier à l'hôpital, c'est exactement la même chose. Lui aussi, il touche à tout, aux essais cliniques, à la stérilisation, au référencement, aux achats, au parcours de soins, etc. etc. Donc je pense que c'est une fonction qui est très transverse. Il y en a d'autres, il y a des finances, les ressources humaines, mais sur un plan purement économique et financier, c'est vraiment c'est le poste le plus transversal aujourd'hui que l'on ait au niveau de l'entreprise, puisqu'on interagit avec toutes les business units de l'entreprise. Et ça, pour moi, ce sont des forces, parce qu'il est important, dans un monde qui est très siloté aujourd'hui en France, et particulièrement aussi dans les entreprises, on essaye nous aussi de travailler en pôle projet transversal. Pourquoi ? Parce que vous avez des business units qui touchent à des pathologies aussi différentes que des grosses pathologies chroniques comme le diabète et des maladies rares. Il est important pour nos fonctions d'avoir une vision très, très 360, puisqu'on représente d'abord l'entreprise avant de représenter des aires thérapeutiques ou des business units qui ne sont que des organisations, on va dire, financières au sein de nos entreprises. Nous, on se doit de représenter auprès de nos institutions l'intégralité des investissements aussi qui sont importants, que ce soit à travers la recherche clinique et puis des partenariats d'offres et de services. C'est aussi notre job de valoriser un petit peu tous les investissements qu'on fait, tant au niveau national qu'au niveau régional. Et ça, c'est un des points importants lorsqu'on est en négociation. Je vais citer aussi un mot-clé d'une compétence clé que l'on a dans notre métier au niveau de la négociation, et toutes les offres de partenariales que l'on peut avoir, notamment avec les hôpitaux, intègrent aussi toute la partie recherche clinique. Si je devais aujourd'hui, en dehors de l'environnement économique régional qui devient de plus en plus, s'il ne l'était pas déjà, complexe, tant au niveau de l'environnement économique qui est très tendu, puisque la France est un pays très, très régulé, notamment par les prix, même si on tend de plus en plus à sortir de ce prisme pour intégrer des réflexions qui sont très intéressantes actuellement sur des nouveaux modes de financement. Si vous entendez parler effectivement de fonds d'investissement, d'article 51, voilà, il y a aussi beaucoup de projets expérimentaux qui visent un petit peu à non plus financer la santé en silo, mais aussi en épisode de soins, en parcours de soins. Vous entendrez parler avec des modes de rémunération aussi des acteurs. Et il est important pour nous, industriels, de positionner la place de nos offres thérapeutiques dans ces parcours de soins et de pouvoir les évaluer en vie réelle. Voilà, j'ai prononcé là les mots clés un petit peu des enjeux que l'on a pour l'avenir, et aussi bien nous, industriels, que les professionnels de santé avec qui on travaille aujourd'hui. Pour moi, les gros enjeux, ça va être la maîtrise de la big data, parce qu'on est assailli de données dans tous les sens, et ça va pas s'arranger avec la santé connectée, qui pourvoit énormément aujourd'hui d'outils, de systèmes, de dispositifs connectés qui produisent un grand nombre de données qui sont importantes, ces données en vie réelle, pour pouvoir évaluer vraiment en vie réelle nos produits de santé, nos médicaments, nos dispositifs, parce qu'aujourd'hui, c'est très peu le cas de voir à quel point aujourd'hui un médicament, et d'autant plus une innovation, peut influer et impacter un parcours de soins. Encore faut-il pouvoir l'évaluer, le mesurer et en tirer des enseignements. Donc pour moi, ces enjeux de data associés, alors données en vie réelle, nos départements médicaux aussi sont en train d'acquérir de nouvelles compétences autour des données en vie réelle, données épidémiologiques. Et nous, du côté Access, on est aussi sur la partie économique, parce que dans médico-économique, il y a médico d'un côté, économique de l'autre, et il faut pouvoir évaluer les impacts sur le système de soins de tous ces différents projets. Donc en termes de
thématique en ce moment, c'est vraiment très autour de ça. Hein. C'est vraiment autour de réfléchir, parce que je travaille aussi dans différents groupes au niveau du LEM, puisque Aïcha vient d'en parler. Effectivement, on travaille dans des groupes thématiques, effectivement, qui réfléchissent à des... Aujourd'hui, le LEM est avec la CNAM, de nouveaux modes de financement, de s'intéresser à autre chose qu'à notre bon vieux système d'évaluation du médicament en France, et de pouvoir intégrer d'autres types de contrats innovants ou d'accords cadres un peu plus innovants aujourd'hui que la simple régulation par les prix. Les compétences clés pour être performant sur ce type de poste, j'allais dire, moi je l'occupe déjà depuis un certain nombre d'années maintenant. Je pense que ça s'appelle des postes à maturation lente, parce qu'on ne s'ennuie jamais, ça évolue tout le temps, c'est tout le temps changeant. Même si on est toujours autour du même principe d'accès au marché, l'environnement évolue en permanence, et ce qui demande quand même une certaine aisance dans le monde dans lequel on navigue, des compétences en termes de connaissance de l'environnement, bien évidemment, économique et organisationnel, des compétences pour ceux qui font de l'accès au marché national. Effectivement, il faut à la fois maîtriser les études cliniques, puisque ensuite on va s'intéresser effectivement à la négociation avec le contenu de ces programmes d'études, leurs résultats, et de pouvoir mettre en avant toutes les qualités du dossier pour pouvoir obtenir le meilleur positionnement et le meilleur prix. Et une maîtrise aussi, nous à notre niveau, au niveau régional, bien évidemment aussi, et c'est valable au niveau national, toutes les compétences en termes forcément de négociation, l'aisance relationnelle, une capacité à travailler en équipe. On travaille beaucoup en mode projet transversaux avec les différents départements, et notamment les business units marketing-vente. Donc, il est important de pouvoir adopter ce mode de travail lorsqu'on est à ces postes-là. Et encore une fois, comme je l'ai dit, une connaissance d'un environnement qui est très complexe. Bon, l'anglais, j'en parle pas, parce que si on ne parle pas anglais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, toutes nos filiales aujourd'hui, quel que soit le groupe pharmaceutique, ont un prisme très, très global aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un des points aussi intéressants, de pouvoir travailler avec des collègues d'autres filiales en transversal sur des projets qui vont peut-être ensuite être déployés, ou beaucoup d'échanges par rapport au système de santé, notamment européen, pour pouvoir s'inspirer de différentes techniques ou de différentes approches. Ça, ce sont des points vraiment intéressants. Donc, la maîtrise, bien sûr, de l'anglais, il ne faut jamais la laisser de côté. On s'en servira toujours, il y en aura toujours besoin. Donc, de l'autonomie, de l'aisance relationnelle, des capacités à travailler en équipe. Et effectivement, en termes de qu'est-ce que j'attendrais, qu'est-ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui d'un apprenti qui s'inscrive véritablement dans un projet professionnel autour de ces différents aspects, qui sont très riches et variés, que ce soit aussi bien sur un montage d'un dossier, d'un dossier HS ou d'un dossier de prix, d'une étude médico-économique, d'un projet de partenariat régional de santé, ou carrément de pouvoir faire des points ou des rapports sur des domaines économiques qui nous occupent actuellement. Par exemple, la mise en place de la politique des biosimilaires aujourd'hui en France, qui est encore imparfaite et qui va encore évoluer. Donc, on a besoin d'être en permanence et d'avoir des apprentis qui puissent nous aider aussi à suivre une actualité et à pouvoir la documenter en vue de pouvoir informer nos business units, voire présenter à notre comité de direction. Voilà. J'ai fait un peu le tour là, de ce que je voulais vous partager. J'espère que je n'ai pas été trop long, parce que je pense qu'Émeric a pas mal de choses à vous dire derrière. Du coup, avant de passer à Émeric, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat ou des questions à poser. Pas sur le chat pour l'instant. En tout cas, n'hésitez pas et profitez. Vous avez un intervenant professionnel face à vous, en visio. Et du coup, on vous invite à poser toutes les questions que vous aurez. On a une question de François. Vas-y, François. Oui, bonjour monsieur. Alors déjà, merci pour cette présentation. J'aurais une question, moi, quant à la possibilité de travailler à l'étranger, en fait. Est-ce que c'est un secteur qui permet une internationalisation et, par exemple, l'accès à un VIE ou
ou même tout simplement une carrière internationale ou très peu? Largement, oui. Oui, l'accès au marché, c'est une fonction très internationalisée. Encore une fois, moi je le revendique fortement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une filiale, alors, je ne parle pas spécialement que pour Novo Nordisk, mais voilà, quand on rentre dans une société comme la nôtre et qu'on veut progresser, évoluer en entreprise, il y a deux manières de le faire. Soit on change de société en restant en France, soit on évolue vers l'international, ce qui est souvent le plus recommandé. Et moi, c'est ma reco. Et encore une fois, moi, j'arrive un peu en fin de carrière, donc je regrette de ne pas l'avoir fait à l'époque où j'aurais aimé avoir la possibilité de le faire. Donc, il y a différents systèmes qui se mettent en place, que ce soit des business graduates ou des différentes expériences qui se mettent en place pour pouvoir tourner au sein des filiales. Moi, je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, et particulièrement on a ça au niveau financier, on a ça au niveau marketing et au niveau market access, je trouve que c'est bien de tourner dans les filiales pendant un temps qui soit de l'ordre de, nous les business graduates qui tournent, les market access graduates, qui est un dispositif qui permet de rentrer. On identifie des talents et puis on les fait tourner pendant 8 mois au Danemark. Enfin, d'abord le Danemark, parce que passer par le Danemark, vous n'avez pas le choix non plus. Mais c'est bien le Danemark, c'est bien de bosser avec les Scandinaves. C'est un bon environnement, un très bon environnement de travail si vous connaissez un peu. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir les filiales où vous voulez tourner. Et je trouve que c'est bien pour les filiales qui reçoivent ces postes-là parce que ça permet d'avoir 8 mois, on a le temps de faire des choses, de travailler sur des projets et ça permet d'avoir des talents qui s'imprègnent de différents systèmes de santé, je trouve. Voilà. Donc, moi, à fond. International, c'est un métier qui s'applique super bien à des carrières internationales. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe au prochain professionnel? Si je peux me permettre, je vais rebondir sur ce qui vient d'être posé, la question qui vient d'être posée, mais je pense que c'est des questions qu'on pourra traiter aussi à la fin, sur lesquelles Jean-Paul et moi pourrons essayer de répondre du mieux qu'on peut au regard de nos prismes, de nos métiers. Mais juste pour rebondir sur cette question qui est, à mon sens, extrêmement importante. Évidemment, vous pouvez travailler à l'international et j'ai envie de vous dire, comme l'a dit Jean-Paul, c'est peut-être encore plus facile quand vous êtes au market access de pouvoir évoluer vers un poste international que dans d'autres fonctions. Et peut-être qu'en vous expliquant un peu plus mon métier dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi. Mais évidemment, c'est un développement qui est presque, j'ai envie de dire maintenant, pas obligatoire, mais très fortement recommandé par les entreprises lorsqu'on travaille en market access. Tout à fait d'accord. Du coup, on peut enchaîner. On démarre ? Ok. Bonjour à tous. Déjà, merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger sur notre métier et j'ai envie de dire même plus largement l'accès au marché, parce que ce n'est pas qu'un simple métier, ça englobe beaucoup de choses. Donc, en quelques mots, je vais tout d'abord me présenter. Donc, Aymeric Tétafort, donc, je suis directeur du pôle accès au marché oncologie chez AstraZeneca. Bon, il y a 2 ans, j'aurais dit peut-être qu'il fallait que je précise qui était AstraZeneca. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a un peu plus entendu parler ces derniers mois et avec la crise. Mais ce n'est pas un laboratoire qui est très récent. C'est un vieux laboratoire, en fait, AstraZeneca, qui a fait sa mue il n'y a pas si longtemps que ça, notamment avec son portefeuille oncologique. Mais AstraZeneca, et ça rejoint aussi la culture de Novo Nordisk et les pays nordiques. AstraZeneca, à la base, c'est un laboratoire suédois qui a fusionné avec un laboratoire anglais pour devenir AstraZeneca. Donc voilà. Moi, donc chez AstraZeneca, je suis arrivé chez AstraZeneca il y a environ un peu plus de 4 ans, presque 4 ans. D'abord en tant que responsable accès au marché sur un portefeuille immuno-onco et j'ai élargi petit à petit mes responsabilités jusqu'à devenir directeur d'un pôle.
d'une dizaine de personnes, et je reviendrai après sur les rôles et responsabilités associés à ce département Market Access, parce que Market Access, en fonction de là où on est, veut dire des choses très, très différentes. Mais j'y reviendrai. Avant de rejoindre AstraZeneca, j'ai travaillé en cabinet de conseil, spécialisé en données de santé, sur une partie principalement accès au marché, prix médico-économie, études sur base de données, public, privé ou autres, et des projets très différents, à la fois pour des industriels, ministères, agences de santé, associations de patients, quoi d'autre, hôpitaux, beaucoup de choses. Et de formation, je suis également pharmacien, mais je ne veux pas qu'on résume l'accès au marché à des études de pharmacie. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de market access qui sont pharmaciens, mais vous allez dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est plutôt une question d'ouverture d'esprit et de volonté qu'une simple ligne sur un CV. Donc, pharmacien de formation, ingénieur également de formation. J'ai eu la chance de faire mon diplôme, les 2 diplômes en parallèle. Et puis après, au cours de mes années du conseil, je me suis un peu plus spécialisé en économie de la santé. Et récemment, et j'entendais Jean-Paul le dire tout à l'heure, j'ai fait un diplôme universitaire en méthodologie des essais cliniques. Comment je présenterai mon poste? C'est très difficile à définir ce poste de Market Access national parce que ça englobe énormément de choses. Et la particularité que nous, on a chez AstraZeneca, je ne sais pas si c'est le cas chez Novo Nordisk, ce n'est pas toujours le cas en fonction des laboratoires, c'est que quand on fait du Market Access chez AstraZeneca, on fait tout le prisme de l'accès au marché. C'est-à-dire qu'on part de l'accès précoce, j'ai envie de dire même avant, on parle du développement des études de phase 3 où on a la chance d'être sollicité par nos homologues du global dans la réflexion autour des études de phase 3, donc les études qui amènent à un enregistrement auprès de l'AMM, à l'opportunité d'accès précoce. Je pense que vous connaissez l'opportunité d'accès précoce qu'on a en France, ex-ATU qui est devenu accès précoce en juillet de l'année dernière, qui est une spécificité de la France, qui date de 1996, qui a subi plusieurs mues, mais vraiment qui fait partie de l'ADN de la France, à savoir donner accès avant l'AMM à des innovations qui répondent à un certain nombre de critères. Tout ce qui est stratégie de remboursement, et j'ai envie de dire même stratégie d'accès au marché du médicament, donc qui se matérialise explicitement par un dossier de remboursement qu'on adresse à la commission de transparence de l'HAS. Mais il faut savoir tout ce qu'il y a derrière la matérialisation de ce dossier, c'est un travail colossal. Et je vais y revenir comment s'organise ce travail. Ça inclut également la partie médico-économie au sein de l'accès au marché chez AstraZeneca, c'est-à-dire qu'un responsable est également responsable de la mise à disposition des dossiers médico-économiques, également à la HAS, mais pas que. On met en place également des arguments médico-économiques à la disposition des personnes sur le terrain, que ce soit sur l'accès au marché régional, mais aussi parfois sur on va dire des chefs de zone ou des CAM en fonction des laboratoires. On n'a jamais la même appellation. Et enfin, on va dire le point final à notre métier, c'est la négociation du prix du médicament avec le comité économique des produits de santé. Donc, c'est un métier, moi, je parle d'accès au marché, de market access chez AstraZeneca, c'est l'ensemble de la sphère, accès au marché. Là où certains laboratoires ont tendance à parler de market access au sens remboursement, ils splitteront le market access, le prix et la médico-économie en différentes équipes. Ça a des intérêts pour certains labos. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus logique d'avoir une stratégie pensée de A à Z pour maximiser les conditions d'accès au marché, mais après, c'est très dépendant des cultures, très dépendant aussi des perspectives des portefeuilles, etc. Donc, mes missions en tant que responsable, directeur accès au marché national, mais je vais me positionner plutôt en tant que responsable ou chargé d'accès au marché, c'est de faire en sorte qu'on mette à disposition les médicaments le plus rapidement possible dans les meilleures conditions économiques possible pour un laboratoire, tout en prenant en considération l'environnement économique dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de maximiser les conditions d'accès au marché de mes médicaments en passant par la meilleure évaluation qu'on puisse tirer
auprès de la commission de transparence. Mais c'est aussi mon rôle de convaincre mes homologues au niveau local et international de ce qu'on peut avoir et ce qu'on ne peut pas avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit faire preuve de réalisme, d'ambition, mais de réalisme dans notre métier, parce qu'on est bien sûr pressurisé pour maximiser les conditions d'accès au marché au sens pricing, au sens remboursement et tout ce qui s'ensuit, mais il y a une réalité. Et la réalité, ça s'inscrit dans un cadre qui évolue, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, qui évolue, je vais même dire quotidiennement. Chaque jour, un métier de market access se doit de regarder l'environnement, la veille environnementale, que ce soit la veille concurrentielle, que ce soit la veille de développement clinique, que ce soit la veille économique, les discours, les débats parlementaires, la loi de financement de la sécurité sociale, parce que c'est ce cadre aujourd'hui en France qui drive, excusez-moi pour les anglicismes, c'est l'habitude dans l'industrie pharma, vous entendrez beaucoup d'anglicismes, qui drive au final l'accès au marché de nos médicaments. Donc, c'est un métier qui est extrêmement complet, qui ne se fait pas dans son coin, chacun sur son bout de table. Un market access lead ne fait pas tout de A à Z dans son coin, etc. Il travaille énormément avec toutes les fonctions qui sont parties prenantes au niveau local, finance, business, médical, réglementaire quand il s'agit essentiellement de l'accès précoce, la stratégie territoriale, les personnes en charge de la génération de données ou en charge de l'exploitation des données. On y reviendra par la suite. Jean-Paul tout à l'heure a abordé un peu la problématique, mais on est vraiment sur un changement de paradigme par rapport à ce qui existait il y a encore 10-15 ans où l'étude de phase 3 était la seule et unique voie pour permettre un accès au marché ou une évaluation. Aujourd'hui, ça reste le gold standard. On ne peut pas se passer d'une étude de phase 3, mais il faut aller au-delà. Et j'y reviendrai par la suite. Donc ça, c'est au niveau local. Et après, c'est au niveau international. Donc tout à l'heure, Jean-Paul parlait de la capacité à aller se développer à l'international. Il faut savoir que quand on fait du market access national, on a énormément d'interactions avec nos homologues dans les autres pays, mais surtout avec la région et le global. Pourquoi on a énormément d'impact? Pourquoi on a énormément d'échanges avec ces personnes? Parce que ces personnes sont en charge d'assurer que la stratégie qui a été définie pour un produit soit transposée au niveau local. Notre rôle, ce n'est pas uniquement de descendre une stratégie qui est développée au global, c'est de nourrir cette stratégie au global et d'apporter des éléments de contextuels par rapport à notre pays, mais aussi des éléments de recommandation pour qu'eux puissent comprendre un peu mieux comment opère notre fonctionnement au niveau local, français, pour que derrière, la stratégie soit adaptée et plus enclin à répondre à nos objectifs nationaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je pense qu'il est peut-être le plus important, c'est de comprendre qu'en France, certes, quand on est responsable d'accès au marché national, on est responsable de mettre à disposition notre innovation pour les patients français. Mais quand on négocie un prix d'un médicament, déjà, il n'y a pas qu'un prix, il y a deux prix. Il y a le prix que vous observez sur la boîte, qui est le prix facial, et le prix négocié, qui est, lui, confidentiel. Il faut savoir que quand on négocie le prix facial, en fonction de son niveau de prix, a un impact au niveau international pour environ 40 autres pays. C'est ce qu'on appelle l'International Reference Pricing. C'est-à-dire que lorsque vous fixez une cible à 100, par exemple, et qu'in fine, vous arrivez à 90, il faut savoir que ces 10 de décalage ont bien sûr un impact sur vos revenus, on va dire, français, mais c'est surtout un impact au niveau international pour 40 autres pays. Et donc, vous comprenez que 40 autres pays versus un pays, ça a un impact derrière sur des aspects internationaux, de financiers, de reconnaissance du revenu pour l'industriel. Donc, c'est pour ça que la France est un élément central dans les discussions avec le global, de par son système aussi, qui est quand même unique au monde et peut-être l'un des meilleurs systèmes, et pour ne pas dire le meilleur système de santé au monde, mais aussi de par son côté référence au niveau international. Je répondrai bien sûr aux questions par la suite si besoin. Quels sont les avantages et inconvénients de notre métier?
Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des inconvénients. Je vais être très franc parce que, comme l'a dit Jean-Paul, c'est un métier où c'est très difficile de dire quelle est la journée typique d'un responsable market access. Parce que, en fait, elle se fait au gré bien sûr, des développements cliniques, des échecs, des succès. Elle se fait au gré de l'environnement compétitif. Elle se fait au gré de l'évolution économique du marché sur lequel on travaille. Vous savez que la France a aussi, et ce marché économique est drivé par la loi de financement de la sécurité sociale qui est votée chaque année, dans lequel elle s'inscrit dans un objectif national de dépenses d'assurance maladie, pour lequel nous, on doit œuvrer également pour faire passer des messages et faire évoluer le système. Donc, c'est très difficile de dégager un inconvénient parce que c'est tout sauf des métiers, on va dire, redondants, sur lesquels on s'ennuie parce que tout bouge, tous les paramètres bougent. Et quelqu'un qui est expert en market access l'année N sera clairement l'année N plus 2 avec une grosse mise à jour de ses compétences s'il n'a pas œuvré pendant les 2 ans. Donc, pour ce qui est des inconvénients, j'en trouve pas. C'est un métier très complet qui fait appel à du médical, du réglementaire, du légal, du économique, du financier. Ça englobe beaucoup de compétences et c'est un métier sur lequel on a la chance de rencontrer beaucoup de personnes, à la fois en interne, dans les fonctions, au niveau régional et global également, mais en externe, on échange beaucoup avec l'HAS, naturellement, le CEPS également. On travaille énormément avec des experts économistes, mais aussi et beaucoup et surtout même des experts médicaux. Donc, on a des boards, on rencontre des experts, on discute avec eux, on les challenge, on réfléchit. Et à ce niveau-là, c'est très, très enrichissant. Je trouve qu'on se nourrit beaucoup dans ce type de métier. Quel est mon environnement de travail? Je pense que j'ai déjà répondu un peu à cette question. Mon environnement, c'est un environnement très transversal, cross-fonctionnel. On travaille vraiment en équipe. Tout à l'heure, Jean-Paul parlait d'équipe projet, mais c'est exactement ça. Une réflexion, une stratégie, la définition d'une stratégie d'accès au marché, elle se fait de manière extrêmement concertée avec l'ensemble des parties prenantes, locales et régionales et globales, parce que les conséquences sont extrêmement importantes pour l'entreprise. Il faudra bien comprendre que pour tout produit, qu'il soit de santé ou quel qu'il soit, en fait, il y a 2 composantes dans un revenu, c'est le volume et le prix. Eh bien, vous, lorsque vous êtes responsable d'accès au marché, vous êtes responsable de la composante prix. Et vous avez aussi une influence sur la composante volume. Donc, en prenant juste ces 2 éléments, vous comprenez pourquoi le market access devient de plus en plus important, parce qu'il a l'impact d'une stratégie d'accès au marché a un impact direct sur le revenu. Et il devient de plus en plus important parce que, et Jean-Paul l'a expliqué également tout à l'heure, en fonction des pays, le financement n'est pas le même. En France, on est face à un financement collectif qui est équitable pour tous, mais qui dit financement collectif public qui se traduit dans les fiches d'impôt, dans les dépenses globales du gouvernement, c'est pour ça qu'elles sont longuement discutées et débattues, dit un contrôle des finances. À un moment donné, on ne peut pas faire exploser les dépenses, on doit vivre avec un budget et il faut faire en sorte que ce budget puisse répondre à l'ensemble des besoins de santé en France et donc différencier les médicaments à forte valeur ajoutée de ceux qui en ont un peu moins et cet équilibre est très très difficile à entendre. Donc c'est pour ça que le market access dans ce contexte a pour objectif d'optimiser. Quelles sont les thématiques que je traite? Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est le reflet de l'activité market access chez AstraZeneca. On traite de toutes les problématiques partant de la phase 3 à la négociation de prix et potentiellement les réévaluations de prix. Il y a également tout ce qui est relatif à la médico-économie. Combien la collectivité est prête à payer pour quel bénéfice. Donc en France, on n'est pas sur un système
qu'on appelle drivé par le cost effectiveness, mais au contraire de pays comme les UK qui ont, eux, des seuils en fonction du seuil d'RDCR ou ICER qui est dépassé, le produit est remboursé ou non. En France, on n'est pas du tout dans cette finalité-là, mais la médico-économie prend de plus en plus de poids et va continuer à en prendre de plus en plus, et j'en suis le premier satisfait, parce qu'elle a pour vertu à rationaliser ce qu'apporte un médicament. Ce n'est pas simplement le coût d'un médicament. Un médicament, ça peut, Novo Nordisk travaille dans le diabète, nous aussi, ça peut éviter des dialyses. Les dialyses, ça a un impact économique pour l'assurance maladie, mais ça a aussi un impact pour la qualité de vie des patients. Ça peut éviter des situations d'urgence médicale, donc ça a un impact direct sur la survie des patients ou sur les complications. Et c'est tout ça, en fait, que la médico-économie essaye de répondre. Elle essaye de répondre à de l'incertitude en essayant de modéliser. Bon, après, ce n'est pas une baguette magique, il y a toujours des paramètres à prendre en compte, il faut toujours prendre des pincettes dans l'interprétation des choses, mais l'objectif vraiment de la médico-éco, c'est de rationaliser tout ça. Et puis, bien sûr, d'un point de vue pricing, négociation de prix, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. L'environnement compétitif, l'évaluation qui a été rendue par la commission de transparence, les prévisions de vente. Il faut aussi être dans une relation de partenariat avec le ministère et le payeur pour bien comprendre aussi leurs prérogatives. À un moment donné, c'est extrêmement important. Il faut bien comprendre la loi. On s'appuie beaucoup sur la loi dans nos discussions avec les autorités. L'anglais, je ne reviens pas parce qu'en effet, Jean-Paul l'a dit, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Après, je vous rassure, on n'est pas tous bilingues en market access, on est bilingue au sens fluent, mais c'est un vrai plus pour ce type de fonction, et même, j'ai envie de dire, pour les fonctions dans l'industrie pharma de manière générale. Compétences clés, c'est difficile à dire, mais déjà la curiosité, l'ouverture d'esprit, la capacité à essayer de se mettre à la place des autres, que ce soit en interne, mais aussi vis-à-vis de nos homologues externes, la capacité à anticiper, à être très organisé dans la manière dont on travaille, parce que c'est des métiers qui sont prenants et sur lesquels il y a des enjeux de timing importants, avec des timings contraignants, à la fois émanant de vos homologues du global ou de la région, mais surtout réglementés par le code de la santé publique ou le code de la sécurité sociale. C'est des métiers où il faut être très méticuleux. Le diable s'habille dans le détail. Il faut vraiment avoir en tête que nous, le métier, c'est beaucoup de faire des hypothèses. On fait énormément d'hypothèses. On passe beaucoup de temps à affiner nos hypothèses parce que les hypothèses ont un impact direct sur ce que générera in fine le laboratoire. Donc, on est beaucoup dans essayer d'affiner ces hypothèses. Quel SMR, quel ASMR, population cible, quel prix je peux obtenir, dans quel délai, quel va être l'impact d'une extension d'indication, comment je fais pour maximiser l'extension d'indication, comment je fais pour minimiser l'impact sur la dilution du prix, etc. etc. Et il y a aussi tout l'enjeu, et Jean-Paul en parlait tout à l'heure, de comment je peux mieux faire. Comment je peux mieux faire, qu'est-ce que je peux apporter, et cette question, elle se retrouve également auprès des autorités de santé. Comment je peux mieux évaluer le médicament, comment je peux m'assurer que le produit est bien utilisé en vraie vie, comme cela a été démontré dans une étude très théorique au final, très contraignante, qui est une étude de phase 3 où on vous dit prends cette pilule, etc. Non, tu ne l'as pas pris, donc tu as un environnement très contraignant. Et c'est là où la donnée en vraie vie, la data, prend de plus en plus de poids, parce qu'elle a pour objectif, bien sûr, d'aller démontrer ce qui se passe en vraie vie, mais aussi de montrer peut-être des choses différentes de ce qu'on peut voir dans une étude clinique en termes d'impact pour les patients, d'impact pour la communauté scientifique, d'impact dans le parcours de soins, pour mieux comprendre vraiment comment
comment se passe, in fine, la vraie vie d'un médicament et comment ça se passe, in fine, pour le patient. Et donc, il y a des nouveaux modes de financement sur lesquels on réfléchit beaucoup. Tout à l'heure, Jean-Paul parlait du parcours de soins, des articles 51, je crois que vous n'avez pas évoqué les CPTS, mais c'est typiquement ce genre de réflexion qui sont en ce moment d'actualité dans l'industrie pharma, les financements au parcours. Parce qu'on a pour objectif je vais utiliser le terme d'efficience, mais on est vraiment sur cette volonté d'être efficient dans la manière dont les financements sont attribués aujourd'hui. Et c'est une problématique qui touche l'industrie, mais qui touche aussi le ministère, qui touche la direction de la sécurité sociale, qui touche la GEF, qui touche tout le monde, en fait. Et c'est, je pense, les gros enjeux à venir, et c'est déjà les enjeux du jour, du moment, mais c'est ce vers quoi on tendra de plus en plus dans les années à venir. Je vais m'arrêter là. Je vais juste répondre peut-être à la dernière question. Qu'attendez-vous d'un apprenti? Moi, j'attends d'un apprenti la même chose que j'attends d'un chargé d'accès au marché. Donc, pour moi, je ne fais pas de différence, à part dans ma capacité à être moins exigeant vis-à-vis de ce que j'attends. Mais pour moi, un apprenti, c'est aussi la chance de l'apprentissage, c'est que vous êtes des professionnels, en fait. Vous travaillez comme si vous étiez des professionnels. Et c'est une chance que l'apprentissage, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais je vois au travers de mes collaborateurs qui en ont fait, puis j'ai eu des apprentis dans mon équipe, c'est une vraie chance parce que vous pouvez découvrir à la fois le monde de l'industrie, vous êtes dedans, vous œuvrez comme si vous faisiez partie de l'industrie, et à la fois, vous étudiez la théorie. Donc, vous mettez la théorie directement en pratique. Après, je sais par expérience que c'est très chargé, généralement, pour les apprentis. Donc, il faut aussi l'avoir en tête, que c'est une demande d'énergie importante. C'est normal, quand on fait quelque chose d'accéléré, on veut mixer l'universitaire, la théorie à la pratique, ça demande beaucoup d'énergie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose de très enrichissant pour vous. Tous ceux qui l'ont fait ont tiré un bénéfice très important dans leur carrière et je peux que vous encourager à le faire. Moi, ce que j'attends personnellement, c'est de la curiosité, de l'envie et une volonté à progresser et à mieux comprendre dans quel environnement on travaille. Voilà, c'est ce que j'attendrais moi d'un apprenti aujourd'hui. Je m'arrête là. Il y a beaucoup de sujets peut-être à traiter, donc je vous laisse peut-être poser vos questions. Parfait. Du coup, on vous remercie tous les deux pour votre intervention et votre participation au rendez-vous des masters. Je vais laisser du coup la parole aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Pour l'instant, s'il y en a qui veulent prendre la parole à l'oral, n'hésitez pas. Je vois que du coup, vous avez levé la main, Coralie et Chinlo. Non, c'était pour applaudir. Ah, c'était pour applaudir, d'accord. Pour les remercier. Bah, du coup, si on n'a pas de questions. Non, pas de questions. Juste des remerciements. Voilà. Bon, bah, du coup, on va poursuivre la présentation. Donc, nous avons passé du coup au projet professionnel. Donc, l'idée, on a du coup présenté cette maquette au sein du CFA. Notamment, on reprend le parcours du médicament qu'on a du coup dissocié par thématique et puis on détaille notamment les métiers. Et encore une fois, l'idée, c'est de vous inviter à faire toute cette partie prospection et recherche des métiers, notamment sur le site du LEM. Autre point, donc vous avez pu le voir du coup avec l'intervention de nos deux professionnels, notamment sur la partie pro. Donc, un projet professionnel doit être construit et cohérent. Donc, l'idée déjà dans la partie construction, votre participation au rendez-vous des masters est un bon pas, notamment dans cette partie de recherche, de renseignements sur le secteur et ses métiers. Vous avez aussi accès, vous avez un vivier d'études et de cas
sur le site du LEM, notamment sur l'actualité du secteur et ses métiers. Et nous vous présentons notamment des outils, toujours dans cette idée de construction du projet de professionnel et la recherche et l'identification de métiers. Vous avez le site de l'INFIS qui permet notamment de chercher des métiers, mais pas que, aussi des formations et d'associer les deux, toujours dans cette idée de recherche et de construction du projet professionnel. L'autre outil, grand outil, c'est la bourse d'emploi du LEM, sur laquelle notamment vous retrouvez toutes les offres de stage. Vous connaissez, je pense déjà, offres d'alternance et offres CDD et CDI. L'idée, c'est que les industriels priorisent ce site pour publier leur offre avant d'aller sur les sites plus généralisés tels que Indeed, par exemple. L'autre point où ils ont déjà beaucoup parlé lors de la présentation, c'est notamment les connaissances et les compétences clés, les soft skills. Effectivement, votre cursus scolaire vous a donné toute cette partie connaissances scientifiques, donc ce bagage assez solide. Et l'idée, c'est d'avoir des connaissances transverses, notamment une connaissance de l'entreprise, du cycle de vie du médicament, des politiques de santé, une capacité d'analyse et de résolution de problèmes, et l'anglais, effectivement, l'anglais qui est revenu lors des 2 interventions, donc écrit et oral, donc, bien sûr scientifique et professionnel, et des connaissances de procédés industriels et technologiques. Mais pas que. Ça a été aussi souligné lors des 2 interventions, à croire qu'ils connaissaient du coup la présentation. Comme on l'a vu aussi en introduction, il y a différents profils recrutés sur le secteur. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette capacité de travailler en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire, savoir faire preuve de capacité managériale en fonction, bien entendu, du poste et toujours avoir l'esprit de décision, toujours en fonction du poste, être capable de prendre du recul, savoir se remettre en question. Et l'autre point clé, c'est être mobile. Donc, la mobilité qui va vous permettre d'ouvrir des portes, des opportunités. Donc là, on a mis un petit peu leitmotiv pour pouvoir avancer et construire le projet pro. Donc, on va passer à nos apprentis. Donc, du coup, l'idée, je pense que c'était d'abord la présentation de Esther. Je vais du coup te laisser la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'en profite pour remercier le LEM et la NEF pour cette brillante idée de rencontre des masters. Donc, je suis Esther Fa pour me présenter brièvement. Donc, j'ai fait tout mon cursus de pharmacie à la faculté de Toulouse. J'ai effectué mon stage d'industrie de 5e année en cabinet de conseil, en market access et affaires publiques chez Sirius Customizer. Et à l'heure actuelle, du coup, je suis dans le Master 2 Market Access et Évaluation Médico-Économie de Châtenay, dirigé par Isabelle Borgé, et je suis en apprentissage chez UCB Pharma. Donc ça, c'est pour la petite construction du plan, on peut passer. Merci. Alors, pour la construction de mon projet professionnel, ça a été un petit peu long. En pharmacie, on a des débouchés extrêmement riches et j'étais un petit peu perdue au départ quand je suis arrivée dans les études. J'ai commencé par m'inscrire à l'internat, comme quoi il y a plein de chemins pour y arriver. Et je me suis rendu compte en 4e année que finalement, ce n'était pas ça qui me plaisait et j'ai eu envie d'aller vers l'industrie parce que je faisais énormément d'associations étudiantes. J'ai été en fédération de territoire, j'ai créé un tutorat et je me suis dit, en fait, cette idée justement de fonctionnement par projet, de l'idée un projet, ressemble beaucoup plus au monde de l'industrie. Alors, j'ai changé de filière à ma première 4e année. Mais je ne savais pas encore dans quelle spécialité j'allais me décider, mais je me disais que déjà, l'univers de l'industrie me ressemblait. Ensuite, j'ai pris une année de césure en 2019-2020. J'ai fait un engagement, donc je me suis engagée à la FAGE, au premier syndicat des étudiants de France. J'étais trésorière et ça m'a permis en fait de sortir la tête des études de pharma qui sont quand même très, très denses et très longues. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai pu prendre le temps, en fait, de chercher des débouchés et d'avoir un temps de réflexion sur moi et ce que j'avais envie de faire.
Et c'est en fait cette année-là que j'ai rencontré la discipline du market access en discutant avec des étudiants tout bêtement. Et on m'a dit, bah, toi, on te voit vachement bien en market access. C'était une phrase toute bête, hein. C'est parti de pas grand-chose. Et du coup, je suis allée chercher et effectivement, ça m'a beaucoup plu. Tout de suite, ce qui m'a plu, c'est l'idée de stratégie d'accès. C'est quelque chose que j'aime faire, de réfléchir à plusieurs moyens et quels sont les meilleurs avec plusieurs scénarios. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et l'idée, effectivement, d'être le levier et l'acteur principal de l'accès à l'innovation des thérapeutiques pour les patients. Ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, pour le coup. Donc, ça a été une rencontre avec le Market Access. Donc, en 5e année, c'était le moment de concrétiser le projet. Donc, j'ai fait pas mal de recherches. C'est le moment aussi où j'ai construit mon CV, où j'ai pris des UE libres, comme une UE de médico-économie, une UE de biostatistique et une UE d'économie aux arts et métiers. C'était une UE en ligne que je faisais le soir. Et ça m'a permis voilà, d'avoir un petit peu plus de bagages. Et puis, c'est là où j'ai dû rechercher mon stage. Ça n'a pas été facile de trouver un stage en Market Access, mais je me suis accrochée et je voulais absolument voir au plus vite ce que ça donnait en pratique. Et j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. Et puis, ça a été le moment de candidater dans les masters. Donc, voilà, pour un petit peu la construction du projet pro. Oui, je vais passer, oui, juste un mot. Merci. Alors, du coup, les outils qui m'ont servi pour construire mon projet pro, il y a eu les associations qui sont hyper importantes au niveau de la vie étudiante, que ce soit les corpos, les tutorats, les associations d'industrie ou la NEPF. C'est vraiment des leviers d'action qui vous permettent, via les forums, par exemple, ou dans des temps comme ce soir, de rencontrer des professions. Donc, soyez curieux. Moi, c'est ce qui m'a permis au final de rencontrer le Market Access. Les stages sont très, très bien pour vous confronter parce que des fois, on peut se faire une idée d'un métier sur un papier qui n'est pas forcément la bonne. Donc, le stage est vraiment un bon outil. Les réseaux sociaux, par exemple, moi, j'ai trouvé mon stage de 5e année sur LinkedIn. J'ai contacté énormément de monde qui travaille dans le Market Access pour avoir mon stage et une rencontre s'est faite. Et grâce à ça, j'ai eu mon premier stage. Donc, comme quoi, c'est possible. On trouve des stages sur LinkedIn en y mettant un petit peu de volonté. Au niveau de la curiosité, voilà, c'est ce que je vous disais, énormément d'informations existent, que ce soit sur le LEM ou alors la NEPF qui publie ses guides. Enfin voilà, l'information existe, il suffit juste d'aller la chercher et d'y passer un petit peu de temps. Et puis des rencontres avec des anciens étudiants ou des professionnels comme ce soir, c'est vraiment des choses qui permettent de concrétiser son projet pro. Du coup, pour mon apprentissage, donc, je suis chez UCB Pharma depuis le mois de septembre. Je suis dans la BU dermato-rhumatologie et j'ai la chance d'être sur un lancement de produit, donc ce qui me permet de voir en fait l'avancement dans la vie d'un produit au début de l'accès au marché. J'ai également un travail de veille pour l'équipe, donc je fais la veille du JO, la veille APM News et de la veille bibliographique. Je prends également part à l'external engagement, donc c'est des affaires publiques, grosso modo, avec un plan régional et national. Et je touche un petit peu au pricing, vu qu'on est en train de préparer nos négociations au CEPS, donc notamment en ce moment, on fait la note d'intérêt économique. Et puis, je m'auto-forme aussi grâce à l'apprentissage, avec des formations en interne faites par le Global. Donc ça, voilà, c'est les différentes grandes tâches que je peux avoir au sein de mon apprentissage et parce que j'ai la chance qu'UCB aussi m'inclut dans toutes les sphères. Pour plus de précision, du coup, on peut passer à la slide d'après. J'ai juste un bug sur mes slides. Pas de souci. Donc, du coup, en Market Access, comme je vous disais, j'ai la chance d'être sur un lancement de produit et je suis aussi en même temps sur les futures extensions d'indication. Donc, ça me permet de travailler cross-business unit, à la fois avec la derma et la rhuma, ce qui est hyper intéressant. Je fais la veille concurrentielle et en ce moment, donc on travaille pas mal sur les différents scénarios de lancement. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue en Market Access, comme nous le disaient les professionnels d'avant. C'est que on va dire que votre imagination est illimitée sur ce qui peut se faire avec les outils et la technique existante, bien sûr. Mais en tout cas, on est libre de tout imaginer. Il n'y a pas une seule réponse absolue. Ce n'est pas du tout routinier, comme on le disait. Il n'y a pas de rail à suivre. On peut tout imaginer. En external engagement, par exemple, on a mis en place des boards avec des experts. On travaille aussi avec les associations de patients, ce qui est hyper enrichissant et hyper intéressant. Et on suit également des plans de rencontres institutionnels pour préparer le lancement. Et enfin, du pricing, comme je vous le disais. Donc, je travaille un petit peu sur les prix des comparateurs
Et on prépare en ce moment les négociations avec le CEPS. Donc, c'est très riche et très varié et sur un produit, du coup. Donc, les compétences comme pour le market access, donc on est très aligné avec le LEM et les professionnels. Il y a la créativité, comme je disais. La rédaction, c'est vrai qu'il faut avoir des qualités rédactionnelles, mine de rien, dans le market access, avec les dossiers, avec Vonit et VONIE, qui sont des très gros dossiers qui demandent énormément de travail. Donc, une qualité rédactionnelle est vraiment un plus. Le fait d'être adaptable, vous travaillez avec énormément de monde, vous travaillez avec le médical, avec le marketing, avec le réglementaire. Donc, c'est hyper important d'être adaptable et flexible. Effectivement, il faut être organisé. Vous gérez plein de choses en même temps. Voilà, par exemple, je suis sur un lancement et on pense déjà aux futures extensions d'indication. Et il y a plein de timings à respecter, que ce soit au niveau de la ACT ou au niveau du CEPS. Donc, il faut savoir jongler avec tout ça. J'ai mis également aimer négocier, savoir convaincre, aimer apprendre aussi, parce que le market access, ça change énormément, comme par exemple, il y a eu la réforme des accès précoces au mois de juillet. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai appris en 3e année avec les ATU et les RTU, c'est déjà caduc. Donc, il faut en permanence s'auto-former. Ça, c'est hyper important pour être un bon professionnel dans le market access. Toujours lire plein de choses et s'intéresser aux nouvelles réformes. Et on peut slider. Il manque un bout. Si c'est la partie formation, ça sera en seconde partie de la soirée. Parfait. Du coup, merci Esther pour la présentation. Je ne sais pas, avant de passer à la seconde, s'il y a des questions via le chat ou à poser à l'oral. Pour l'instant, dans le chat, non. D'accord. N'hésitez pas. Ça y est, il y a une petite question. Quelles sont les sources pour la veille réglementaire ou l'auto-formation, s'il vous plaît? Alors, pour la veille réglementaire, donc, je me suis abonnée au JO. Donc, ça veut dire que tous les jours, je reçois un mail avec les nouveaux articles, etc., qui sont parus. Donc, ça, je le regarde tous les jours. Sur APM News, donc ça, APM News, c'est on va dire des articles de presse très spécifiques à la santé. Et ça, c'est un abonnement payant, donc c'est votre laboratoire généralement qui est abonné. Et donc, il faut aller voir un petit peu tous les jours. Il y a des informations sur les nouveaux médicaments qui arrivent, les nouvelles réformes. Il y a même en ce moment, par exemple, les programmes des présidentielles en santé pour les candidats. Également, je fais une veille des accès précoces sur le site de la HAS et aussi parce que vous avez les dossiers déposés en cours à l'ACT quand ils sont ouverts aux contributions patients. Donc ça, il faut aller sur le site de la HAS et aller regarder d'un point de vue usager, contribution patient. Donc ça, c'est mes principaux outils de veille pour le coup. Et on a en interne quelqu'un qui s'occupe de la veille bibliographique. Et du coup, moi, je fais le tri pour ce qui intéresse mon produit et ma BU. Avec plaisir. On a une autre question. Je ne sais pas si ça sera abordé par la suite, mais quel est le rythme de ton alternance entre cours et présence? Oui, ce sera après, ouais. Effectivement, ça sera en seconde partie. Donc, pas d'autres questions pour l'instant. On peut peut-être enchaîner. S'il y en a, on répondra après. Et autre point à ajouter, effectivement, qui était pertinent, c'était la partie réseau. Notamment, ne pas hésiter à contacter les professionnels, soit dans le cadre de la recherche d'un contrat d'alternance, d'apprentissage ou d'un poste en CDD, CDI. Et aussi de les solliciter, de leur poser des questions sur leur poste. Je pense qu'ils seront amènes à pouvoir vous répondre. On va pouvoir passer du coup à la seconde présentation. Coralie et Chino, c'est à vous. Alors, bonsoir à tous. Déjà, merci de nous accueillir. Donc, pour la construction de nos projets professionnels, alors, en fait, moi, pour ma part, et Chino, je pense aussi, on a participé à différents forums industriels parce qu'on est toutes les deux étudiantes en pharmacie. Et notamment la 2API, qui est un grand forum industriel des étudiants en pharmacie. Et aussi, on a assisté à différentes conférences de différents métiers de l'industrie parce que honnêtement, moi, je ne savais pas, en 2e, 3e année, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et j'ai profité de ces conférences et de ces forums que la fac organisait ou alors les différentes facs de pharmacie faisaient. Et ça a été très intéressant. Il y avait aussi les discussions avec différents professionnels, donc notamment lors de ces forums, conférences ou alors
quand on avait des cours dans ma fac. Et aussi, ce qui est très important, c'est les discussions avec les professionnels et aussi les étudiants des masters, comme aujourd'hui, vous pouvez le faire à travers ce webinaire. Ensuite, il y avait le parrainage, où, par exemple, en fait, dans ma fac à Tours, on avait des parrains, c'est des gens, des étudiants d'année supérieure qui nous expliquaient un peu quel était leur projet professionnel, quel master ils faisaient plus tard, comment ça se passait, etc. Donc, c'était plutôt intéressant. Ensuite, ne pas hésiter à utiliser LinkedIn comme les autres intervenants ont pu le dire, puisque c'est important. Moi, je pense que ça aide énormément, surtout pour discuter avec les professionnels, aussi pour chercher des stages ou des alternances. Donc, pas hésiter à découvrir un peu l'émission des professionnels, comment ça se passe, avoir des conseils. C'est vraiment très important. Et ensuite, pour notre part, on a lu différents ouvrages, notamment celui d'évaluation médico-économique, conseils et méthodes. Et aussi, ne pas hésiter à lire les guidelines, les doctrines de la HAS pour un peu de savoir comment ça fonctionne, le market access, et un peu de voir, pour s'imprégner un peu de l'environnement. Je ne sais pas si tu veux rajouter des doctrines. Comment pas contacter les anciens ils sont vraiment là et je pense que les personnes aiment plutôt parler de leurs expériences. Donc, vous pouvez vous servir de l'avantage que nous avons digital pour avoir cet accès à beaucoup de personnes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. Oui, soyez pas timide, n'hésitez surtout pas. Après, donc là, on va se présenter. Donc, moi, donc, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis en 6e année de pharmacie à Tours. Et je fais aussi un double cursus, du coup, en Market Access, évaluation médico-économique dans le master de Dauphine, comme Chinello. Et je suis actuellement alternante à Roche en Market Access. Moi, je suis une alternante. On ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes loin du micro? Ah, pardon. Oui, je pense que oui. Moi, je suis là, ça va mieux? Oui, parfait. Donc, moi, je suis une alternante avec Sanofi. Donc, je suis en HER, Health Economics and Outcomes Research. Je fais plusieurs missions, notamment pour des produits qui revendiquent un ASMR de 1 à 3 et un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros la 2e année de commercialisation. Donc, j'adapte des modèles qui sont issus du global. Je participe à l'élaboration de ces modèles aussi. Je fais des recherches notamment sur la population cible, les comparateurs pertinents pour le dossier. Voilà, je fais des études, des recherches sur les coûts, mais notamment des recherches de costing. Je travaille également en transverse avec plusieurs équipes de Sanofi. Je suis amenée à travailler avec la médicale, avec la business unit, donc aussi avec l'équipe Market Access. Donc chaque entreprise a un peu son organisation propre. Donc nous, on est un peu voilà, il y a l'équipe Market Access, l'équipe médico-éco et médicale, etc. Donc je ne suis pas isolée dans mon coin. Tous les jours, je suis amenée à échanger avec plusieurs acteurs de l'entreprise. Une slide sur l'émission Chinello. Voilà, donc voilà mes différentes missions. Donc, je pense que pour mon poste à moi, il faut avoir un esprit de synthèse. Donc, il faut avoir synthétisé d'énormes quantités d'informations. Il faut avoir une aisance avec la lecture critique d'articles scientifiques. Donc, pour ça, je vous conseille, si vous avez l'opportunité, de faire le Sésame à côté. Donc, ça pourrait vous être utile pour avoir cette base, parce que ce serait quelque chose que vous serez amené à faire, vous serez beaucoup amené à faire. Ensuite, il faut avoir une compétence une aisance avec la recherche documentaire, donc savoir utiliser des bases de données
tels que PubMed, savoir rechercher de l'information sur ces différents sites de santé publique. Et il faut aussi savoir argumenter. Donc, dans les dossiers qu'on soumet à la HAS, il faut construire son argumentation de manière logique et cohérente. On est amené à échanger énormément avec des instances sanitaires. Donc, je pense que cet aspect argumentation est très important. Ensuite, merci. Ensuite, donc, comme je disais, je suis alternante en market access chez Roche. Donc, je vous ai mis mes différentes missions de façon un peu générale. Donc, pardon, je ne pas. Notamment contribuer, j'ai des missions, des projets pour contribuer à la mise sur le marché et au maintien sur le marché des médicaments dans les conditions économiques les plus favorables. Je fais aussi de la revue bibliographique ainsi que la veille, comme par exemple Esther pouvait le dire, avec notamment le suivi des JO dans le journal officiel ou aussi le suivi de l'évolution de la réglementation sur notamment la loi de financement de la sécurité sociale que les intervenants ont cité tout à l'heure et notamment l'accord cadre avec tout ce qui est pour la politique de régulation des prix. Et aussi, je travaille sur des projets et sur l'analyse de l'impact des évolutions réglementaires sur le portefeuille de mon laboratoire. Et ensuite, je participe aussi à la formation et à la sensibilisation des équipes en interne sur les évolutions du market access, comme par exemple l'accès précoce ou d'autres dispositifs qui diminuent les délais d'accès pour le patient au traitement, comme l'accès direct. Et les compétences qui me paraissent importantes, c'est l'esprit de synthèse, quand par exemple, on ne voit plus. Quand, par exemple, on doit faire des revues de la littérature, il y a pas mal dans mon alternance, j'ai eu pas mal de projets à présenter, donc plutôt être à l'aise à l'oral, mais il ne faut pas vous inquiéter, ça s'apprend et il n'y a pas de souci, on est là pour apprendre, donc n'ayez crainte. Ensuite, avoir un esprit critique, de savoir un peu objectivement qu'est-ce que vous en pensez, etc. À être autonome parce qu'on a des projets assez divers et transverses. Donc, il faut savoir s'organiser, savoir comment gérer son temps et ne pas hésiter à être curieux et à être dynamique et aller vers les différents services comme le médical, les affaires réglementaires, la médico-éco, etc. Donc, être organisé et curieux, comme je le disais aussi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Du coup, merci pour vos présentations. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la partie apprentissage et alternance et on reviendra par la suite sur la partie formation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord, très bien. Du coup, on va pouvoir poursuivre. On va passer du coup sur la partie CFLM apprentissage. On va notamment revenir sur une présentation du CFA. Donc, le CFA a été créé en 2003 par le LEM. L'idée, c'était de former les futurs industriels, donc c'était un besoin, des industriels et du coup, de les préparer au métier de l'industrie de santé. Nous sommes présents dans 7 régions en France, donc dans l'Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Est, Pays de la Loire, Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, qu'on n'avait pas ajouté. Autre point, donc sur l'année du coup 2021, on a formé plus de 1350 apprentis et on propose 70 formations dans différents niveaux de formation. Moi, je peux vous inviter du coup à faire un tour sur notre site, le site du CFA, pour voir du coup les formations par famille métier. Donc, qu'est-ce qu'un CFA? Donc, le rôle du CFA-LEM, c'est notamment d'avoir cette relation entre l'entreprise, l'apprenti, l'établissement d'enseignement. Donc, on en a détaillé certains, donc, que ce soit université ou école. Et on est dans cette idée d'avoir une relation tripartite entre les 3 interlocuteurs. Donc, pour passer du coup à la présentation de nos masters professionnels en Market Access. Donc, l'idée, donc nous avons
ce master, donc Market Access et évaluation médico-économique, donc avec les chiffres qu'on a eus dernièrement. Donc 100% diplômés et 75% d'insertion professionnelle. Donc les atouts de ce master, c'est notamment de promouvoir la vie de groupe, notamment par le biais d'organisation de projets en équipe, la participation à l'IPSOR. Autre point aussi, c'est que le fait qu'on est sur des petits effectifs, donc en termes de promo, il y a une proximité avec l'équipe pédagogique, mais aussi du coup avec la promo. Donc, pour pouvoir avoir un suivi du parcours professionnel personnalisé et une écoute sur les axes d'amélioration, la formation de qualité de renommée. Et c'est le seul master dispensé dans une faculté de pharmacie, notamment du coup à Paris-Saclay. Du coup, Paris-Saclay qui est du coup reconnu dans le classement Shanghai. Pour le rythme d'apprentissage, donc c'est 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Et toujours avec cette idée de travailler en mode projet. Donc, on propose une pédagogie innovante, donc mise en pratique et application des connaissances. Donc, le deuxième master, pardon, qui est du coup proposé à Dauphine, donc l'évaluation médico-économique et accès au marché. Donc, toujours 100% de diplômés et 92% d'insertion professionnelle. Les atouts, et du coup là, je n'ai pas précisé pour le premier que j'avais présenté. Vous avez un QR code, vous pouvez le flasher, qui vous mènerait directement sur la page du master sur le site du CFA. Donc, et pour revenir du coup, donc c'est un master de référence depuis 20 ans. Donc, toujours cette complémentarité entre les cours et l'apprentissage. Des enseignants et intervenants renommés qui sont rattachés à des structures reconnues. L'idée aussi au sein de la promotion, donc on a une diversité de profils, donc des étudiants venant de toute la France, même de l'étranger avec des profils différents, donc étudiants en pharmacie, internes, médecine, ingénieurs en santé. On peut aussi parler du coup de l'association en intramaster, donc l'ADES, donc à Dauphine, et une approche économiste. Et pour finir, sur le dernier master qui va ouvrir à Lyon en septembre 2022, donc l'intitulé c'est Market Access et évaluation des technologies de santé. Donc les atouts, c'est le premier master en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'idée c'est toujours avec cette forte demande des industriels qu'il a été ouvert en apprentissage. Donc là vous avez un détaillé succinct du programme de formation, donc l'analyse des systèmes de santé, accès au marché, remboursement et outils, méthodes d'aide à la décision. L'atout aussi, c'est que c'est une pédagogie proposée, donc une pédagogie innovante, toujours dans cette idée de pratique et application des connaissances et des projets participatifs. Vous avez notamment un road trip au Royaume-Uni, des projets de groupe, des jeux de rôle ou aussi le biais de la participation de conférences thématiques qui peut être un plus dans ce master. Du coup, je vais passer à la présentation de nos apprentis, de leur formation. Il me semble que nous allons commencer par Esther. Mais avant de commencer, je ne sais pas s'il y a des questions sur la présentation du CFA ou sur nos formations. Il y a eu une question mais qui a été répondue, c'était qui était en charge de ce master, le dernier. Apparemment, c'est Claude Dussard et Xavier Armory. D'accord. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport au dernier master. Le rythme d'alternance, c'est quoi? Pour le master à Lyon, du coup, je ne l'ai pas de tête. Moi, je pourrais du coup vous inviter à aller le voir sur c'est une ouverture. Je ne le connais pas du tout, mais je vais le regarder tout de suite et je reviendrai vers vous. Ouais. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, en tout cas sur le chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à prendre la parole ou dans le chat. Très bien. Bah, du coup, on va passer aux présentations d'apprentis. Voilà. Donc, Esther, donc la deuxième partie du PPT. Merci.
Du coup, j'avais fait le choix effectivement de candidater qu'à co-master qui débouchait sur du market access. Donc, les deux, c'était celui de Saclay et celui de Dauphine. On peut slider du coup parce que... Parfait, merci. Du coup, et j'ai été acceptée aux deux et j'ai choisi celui de Saclay finalement. Donc, nous, effectivement, on a les 400 heures de cours réglementaires en 11 semaines. Donc, on passe 75% du temps en entreprise. Et le rythme, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours, sauf en janvier et en octobre où on a 2 semaines de cours, où c'est plus condensé et ça nous permet aussi de voir plus de choses sur ces 2 semaines-là. Et par contre, on est à temps complet l'été en laboratoire. Il y a à peu près 22 places, maximum 24 places par an dans le master d'Isabelle. Et je vous ai mis un aperçu des yeux qu'on a au cours de l'année. Donc, on a à la fois du market access, médicaments et DM et de la médico-éco. Donc, on a fait surtout une bonne partie du market access au premier semestre. Où on a vu vraiment toute la technicité et les réglementations autour du médicament et du DM. Au deuxième semestre, là, on va vraiment s'exercer à tout ce qui est rédaction d'une NIT. Donc, on va écrire pour de vrai une NIT, enfin, pour de vrai faux, quoi. Également, tout ce qui a trait au CEPS. Et là, on va entrer aussi dans la modélisation, on va faire de l'Excel, etc. Donc, ça, c'est pour ce qui est au niveau du programme. Et on peut slider. Merci. Du coup, pourquoi j'ai choisi le master de Châtenay? Déjà, en tout premier lieu, il y avait le rythme d'alternance. J'avoue que je suis quelqu'un de plutôt compartimenté et je préfère avoir 1 semaine de cours et ensuite revenir 3 semaines complètes au laboratoire, d'y être de manière continue et de ne pas avoir des jours imposés parce que, par exemple, les réunions d'équipe à UCBE se font que le mardi et du coup, j'aurais jamais pu y assister. Le programme de cours d'Isabelle est très, très diversifié et elle a une approche vraiment moderne de l'apprentissage. Elle a compris qu'au bout de 5 ans de pharma, les cours théoriques et descendants, ce n'est pas le meilleur moyen d'apprendre. Du coup, on a vraiment des intervenants très divers, experts et surtout une approche vraiment par la pratique. Comme je vous le disais, on va rédiger une NIT, on rédige une NIE, on va faire un modèle d'efficience. Enfin voilà, c'est le gros avantage. Et on a énormément de travaux de groupe, on a très peu de partiels écrits. C'est vraiment, on a des oraux, des travaux de groupe, des présentations, etc. Donc c'est le gros plus. Et également, elle nous booste à passer la thèse tout de suite. Donc en fait, notre sujet de mémoire, c'est aussi notre thèse. Donc moi, j'ai déjà commencé à écrire ma thèse. Donc je la fais sur l'état des lieux de la réforme de l'accès précoce. Et du coup, je vais pouvoir la soutenir au mois de juillet. Et comme ça, à la sortie du master, je serai thésée, diplômée, pharmacienne. On n'en parlera plus. Et puis l'alternance, c'est vraiment un gros avantage. Après, dans les 2 formations que j'avais choisies, on avait. C'est vrai que voir des choses en cours et les appliquer en direct, c'est génial. C'est des choses qui nous arrivent très, très rarement en pharma, vu qu'on a finalement peu de stages avant ça, à part en officine et puis l'externat. Donc, c'est vraiment hyper agréable. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas en cours, ça nous permet de demander derrière à nos directeurs d'apprentissage. Et puis, les deux s'enrichissent. C'est hyper agréable. On se confronte au terrain, à la vie tous les jours dans les laboratoires. Enfin, moi, pas. Je suis en laboratoire. Et c'est vrai que se rendre compte la synergie des équipes, etc., c'est un vrai plus. Et effectivement, on est aussi rémunéré. C'est donc à peu près à hauteur du SMIC. Ça dépend de votre âge. Et c'est aussi un gros plus, surtout en vivant en région parisienne. Et on peut... Parfait. Du coup, les candidatures pour le master d'Isabelle commencent demain. Donc, il y a 2 sessions pour le dépôt des dossiers écrits, qui sont 2 sessions équivalentes. Elle fait juste 2 sessions parce qu'elle sait qu'il peut y avoir, en fonction des facs, des examens, etc. Donc, elle fait exprès d'en faire 2 différentes. Donc, pour ceux qui sont en apprentissage, c'est la session 1 et session 2 uniquement. Il faudra donner un CV, une lettre de motivation et, si possible, de manière facultative, une lettre de recommandation. Il y aura ensuite une sélection pour les entretiens oraux qui seront du coup la semaine soit fin mars, soit mi-avril, en fonction de la session à laquelle vous avez candidaté. Et c'est donc un entretien avec Isabelle et le CFLM qui est également là. Et ensuite, vous avez vos réponses vers le mois de mai sur qui est pris ou pas.
Voilà. Je vous ai mis en QR code le lien sur la plateforme de Saclay, où c'est là où vous pouvez déposer vos dossiers de candidature avec le rappel des dates et tout ce qu'il faut mettre dedans. Et on peut passer à la slide d'après. Merci. Et du coup, si on pouvait résumer la gestion d'une année en alternance en master et en écrivant sa thèse, c'est qu'il faut être extrêmement organisé, très agile. C'est une année qui a vraiment un rythme élevé et hyper exigeant. Alors, c'est vrai qu'en pharma, on est habitué parce que c'est quand même des études très exigeantes. Mais il faut quand même bien s'organiser entre les cours et l'entreprise. Voilà, nous, on a des travaux de groupe en permanence, donc ça veut dire que il faut se réunir le soir avec le groupe pour savoir pour s'organiser, etc. Effectivement, il y a la thèse à écrire ou le mémoire en parallèle. Donc, ce que je vais faire, par exemple, c'est qu'on a le droit à des congés de révision. En étant alternant, on a le droit à 5 jours. Et par exemple, moi, je vais les poser pour l'écriture de ma thèse. Mais voilà, après, il ne faut pas avoir peur. Hein. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Mais à savoir que ce n'est pas une dernière année tranquille. C'est une dernière année très exigeante, mais en même temps hyper exaltante et hyper excitante parce que ça y est, vous touchez le but et vous êtes dedans pour de bon. Donc, c'est une très belle expérience et très riche. Je pense la meilleure année de pharma que j'ai pu avoir pour l'instant. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait aussi me contacter plus tard sur LinkedIn ou par mail. Je me ferai un plaisir de vous y répondre si vous y pensez pas ce soir. Du coup, merci Esther pour cette présentation. Toujours et encore, est-ce qu'il y a des questions du coup à poser à Esther? Pas pour l'instant. Et entre-temps, du coup, pour répondre à la question du coup de Coralie concernant le rythme d'apprentissage pour le master pro à Lyon, du coup, de octobre à février, c'est 3 semaines en cours et 3 semaines en entreprise. Et à partir de mars, c'est 1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise. Merci. De rien. Donc, Emma. Toujours, oui. C'est assez loin du micro, du coup, on ne vous entend pas. Je me rapproche. Donc, pour vous présenter le master EMAM, si vous m'entendez bien, que ça oui. va très bien. Donc, c'est une formation qui est centrée sur l'évaluation des technologies de santé, comme les autres masters dans le domaine. En fait, lui constitue le cadre l'évaluation des technologies de santé aujourd'hui. Constitue le cadre de référencement pour le développement des produits et services de santé. Donc, c'est une formation accessible en formation initiale, en apprentissage et aussi en formation continue. Donc, l'objectif du master est vraiment de proposer une formation spécifique apportant les compétences nécessaires aux cadres et futurs cadres du secteur de la santé, donc qui souhaitent travailler dans l'accès au marché ou dans la médicalité. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, concernant la formation, donc elle est commune à tous les étudiants. Les enseignements sont dispensés tous les lundis et mardis. Donc, toutes les semaines, on a un rythme, donc 2 jours de cours et 3 jours en entreprise, sauf les premières semaines du mois où on a en plus le mercredi, donc la première semaine. Donc, ce rythme termine en mai, et puis après, on est 100% en entreprise. Donc, l'alternance peut se faire avec plusieurs statuts. Donc, il y a la formation initiale. Donc, il faut un stage obligatoire de 3 mois, donc équivalent d'un temps plein. Donc, c'est à effectuer donc, le reste de la semaine ou durant les congés. Donc, ça peut aussi se faire en apprentissage ou en contrat professionnel, donc professionnalisant. Donc, c'est une alternance durant 1 an. Donc, c'est ce que je fais moi et Coralie. Oui. Donc, 1 an d'entreprise en dehors des périodes de cours, comme je vous ai dit. Et si la formation continue, donc il y a la possibilité de suivre la formation sur 2 ans.
Donc, ces personnes auront cours soit les lundis, soit les mardis en fonction de l'année laquelle ils vont suivre le master. Donc, on a plusieurs profils avec plusieurs statuts d'alternance comme ça dans le master. Donc, ça prend fin en novembre avec la remise officielle des diplômes. Concernant les cours, on a des cours très variés qui traitent de l'économie générale, de l'évaluation médico-économique. On a également des cours de modélisation avec des ateliers qui sont animés par des experts du secteur. Donc, on a des cours, nos cours d'anglais sont particuliers, donc ce ne sont pas les cours d'anglais comme vous le connaissez pendant vos années d'études de pharmacie. Ce sont des cours de communication. On est vraiment amené à mener des débats et à présenter sur des thèmes inspirants en anglais. Donc, je pense que c'est beaucoup plus, c'est plus cohérent d'avoir des cours sous ce format-là pour notre profil. Ensuite, on a des cours sur la recherche documentaire, par exemple, pour apprendre à mener une revue systématique de la littérature. Un point très intéressant du master, on a des conférences. Donc, les mercredis, la première semaine du mois, on a des experts qui sont invités pour nous faire une ouverture sur plusieurs thèmes. Donc, on a eu des juristes, des personnes qui travaillent dans le conseil, dans le pricing. On a pu faire plusieurs conférences comme ça sur les problématiques d'actualité dans le domaine de l'accès au marché. Donc, voilà, c'est très varié au niveau des cours. Ensuite, là, on vous a mis la petite notre petite promotion de cette année pour vous rendre compte que c'est plutôt des profils qui sont assez variés. Donc, c'est assez intéressant parce que notamment sur la promotion, on est majoritairement des pharmaciens filière industrie et des internes. Mais il y a aussi, par exemple, une épidémiologiste et deux ingénieurs. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup, on se nourrit mutuellement de nos connaissances et de nos compétences. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir cette diversité de profils. On peut passer à la slide suivante. Merci. Ensuite, si vous avez envie de candidater à notre merveilleux master des Dauphines, les conditions d'admission, donc elles sont sur le diapo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, le processus de sélection est sur la base d'un dossier de candidature et ensuite, si tout va bien, d'un entretien avec notre référente du master, Monsieur Pierre Lévy, et son équipe enseignante et une personne du CFA LEM. Et les candidatures ont déjà commencé, comme vous pouvez le voir sur le calendrier qui est sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, la plateforme a ouvert depuis le 25 janvier et se terminera le 7 mars. Et vous pouvez voir qu'il y a différentes phases d'admissibilité, puis les dates d'entretien et ensuite les dates d'admission. Donc, sachant que pour candidater, il faut écrire un projet professionnel, une lettre de motivation et son CV. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On peut passer à la... Voilà. Donc, le choix de l'apprentissage. Moi, je trouvais ça important de pouvoir appliquer les notions théoriques pendant cette phase en entreprise. Je pense qu'à travers l'apprentissage, on a les pieds dans les deux domaines. Donc, on a à la fois les cours et ensuite, on les applique directement en entreprise. Je pense que les cours d'accès au marché peuvent être très théoriques, mais en les appliquant, ça le rend plus concret et on le vit aussi à travers l'alternance. Donc, comment gérer l'année? Moi, je pense que le point le plus important, c'est la planification. Donc, il ne faut pas se laisser surprendre. Il y a des dates limites qui pareil en entreprise, il y a des vagues. Donc, il y a parfois des vagues avec énormément d'activités, des vagues avec moins d'activités. Donc, il faut savoir gérer son emploi du temps en fonction de ça. Ensuite,
vous entend plus. Pardon. Donc, est-ce que là, ça va? Oui. Désolée. Donc, il faut se laisser porter par la curiosité. Comme l'a dit Esther, il faut regarder dans l'actualité de l'accès au marché, voir un peu ce qui se fait ailleurs aussi. Il y a énormément de sources. Par exemple, la NICE sort des podcasts qui sont très intéressantes aussi. Si vous voulez découvrir l'environnement anglais, par exemple, ça pourrait être un plus. Et profiter de l'année. Moi, je pense que ce serait dommage de ne pas participer aux conférences qui sont proposées et de pouvoir rencontrer d'autres étudiants. Par exemple, on est amené à rencontrer les étudiants de Châtenay. Donc, je pense que cette mixité est intéressante et voilà, est en plus aussi. Parce que c'est une année quand même assez intense, comme le dit. Mais on ne vous entend plus du tout. vous entendez? Oui. Non, je disais, oui, il faut quand même pouvoir profiter de cette année parce que c'est quand même une année assez riche, assez intense, comme le disait Esther. Mais il faut pas hésiter. Enfin, il y a beaucoup d'opportunités, on a plein de rencontres, d'échanges, on apprend plein de choses aussi bien sur le terrain, dans nos entreprises qu'en cours. Donc, il faut vraiment continuer à être curieux, avoir l'envie d'apprendre et continuer à profiter au maximum parce que c'est une année super intéressante et qu'on apprécie à fond. Voilà. Parfait. Du coup, merci pour cette présentation. Avant de conclure et sur un dernier point de notre soirée, est-ce qu'il y a des questions à poser, que ce soit à Coralie, Shinlo ou Esther? Alors, il y a une question de Thomas. Pour tous les alternants, quand avez-vous commencé à chercher votre alternance et comment, entre parenthèses, offre candidature spontanée? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Esther, tu veux commencer, on commence comme tu veux. Allez-y, puis je compléterai. Pour ma part, en tout cas, dès que j'ai eu la réponse des masters et que j'ai fait mon choix pour Dauphine, honnêtement, on reçoit directement pas mal d'offres déjà par notre référent et par les entreprises qui savent qu'on est pris. Et après, sur LinkedIn, honnêtement, on a beaucoup d'offres, on reçoit pas mal d'offres. Contrairement à un stage, c'est beaucoup plus facile d'avoir une alternance qu'un stage. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je sais pas si tu as envie de dire. Moi, je pense que pas, peut-être que nous, c'est ce qu'on avait fait. Cette décision est prise dans le master avant de commencer à chercher. Mais je pense que chercher même avant la décision. Parce que je pense que vous. Et là, est-ce que ça va mieux? Oui, je se rapprocher. Désolée, c'est l'ordinateur qui est un peu. Donc, je pense que vous pouvez commencer à rechercher votre alternance même avant d'avoir reçu votre décision finale de l'alternance que vous visez, parce que ça peut être en plus lors de l'entretien avec Pierre Lévy ou Madame Borget, de dire que vous avez déjà retrouvé votre alternance. Donc, ça montre aussi votre motivation. Donc, je pense que vous pouvez vous y mettre même avant d'avoir cette décision. Il ne faut pas hésiter à être proactif et à envoyer des CV, des lettres de motivation ou à réseauter sur LinkedIn. Mais si la question, c'était l'inquiétude de trouver une alternance, on ne voit plus. Vous inquiétez pas, vous trouverez une alternance dans ce qui vous plaira. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, complètement, c'est ça. Moi, j'ai cherché quand j'étais acceptée. Isabelle nous faisait passer beaucoup d'offres directement par mail. Et effectivement, rassurez-vous, je pense qu'il y a plus de postes d'alternance que d'étudiants, en tout cas dans nos deux masters qui sont, je pense, prioritaires pour les cabinets ou les laboratoires. Donc, vous inquiétez pas, les processus de recrutement restent quand même académiques, c'est-à-dire que vous avez quand même une lettre de motivation envoyée, un CV, ensuite on vous recontacte pour vous proposer des entretiens, des fois même plusieurs, avec la RH, avec votre futur manager, etc. Donc ça prend quand même du temps, mais vous aurez forcément une alternance. J'ai envie de vous dire, le plus gros du travail, c'est d'être accepté au master. Après, ça roule.
Merci. Je pense que ça a répondu à la question de Thomas, du coup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que non. Du coup, encore une fois, merci à vous trois pour votre présentation et votre participation au rendez-vous des masters. Je pense que est-ce que vous avez laissé vous les avez transmis tout à l'heure, vos contacts, s'ils souhaitent vous contacter pour poser des questions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Sinon, il y a les Alors, contacts sur nous, la vous page. l'avez, pardon, nous, vous l'avez mis dans la dernière slide. Je sais pas si... Oui, ça, voilà. D'accord. Oui, donc n'hésitez pas à les contacter. On est d'accord, hein, s'ils ont des questions, que ce soit sur la formation ou l'apprentissage. Aucun problème. Parfait. Plaisir. Bon, du coup, pour finir, je vais parler d'Andiem. Donc, c'est un accord de branche avec les entreprises du médicament. L'idée, c'est d'accompagner les étudiants en situation de handicap dans l'insertion professionnelle, notamment par le biais de contrats d'apprentissage. Donc, on propose notamment des aides matérielles et humaines qui sont détaillées sur la slide suivante. Si vous êtes en situation de handicap ou vous connaissez des personnes en situation de handicap, n'hésitez pas à leur parler d'Andiem et vous avez notamment le lien du site. Et pour finir, donc j'ai mis du coup mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter si vous avez des questions et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre du coup les différents réseaux sociaux du CFA, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Sur lequel, du coup, on a tendance à poster l'actualité, voir notamment là, en ce moment, ce qui pourrait vous intéresser, c'est les ouvertures de candidature au master. Et sur le site, vous avez accès à nos différentes formations. On va pouvoir, du coup, conclure. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente Saint-Valentin. Et encore une fois, vous aurez accès plutôt à ce replay sur LinkedIn et la nef fera le lien aussi, mettra le tout sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci.